Alors moi, j'ai un petit commentaire sur ce que vient de dire Louise sur le fait de donner des cigarettes électroniques pour débuter et notamment aux précaires. Alors ça existe en France, hein, grâce à la Vape du Cœur. Il y a plein de membres dans la salle là. Et des cliniciens qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier de ces services de la Vape du Cœur, ce qui est mon cas dans mon centre d'addictologie, où une fois par mois on fait un groupe pour des usagers de drogue qui ne sont pas là pour arrêter de fumer. Et ça fait depuis le premier mois sans tabac 2016 qu'on fait ça mensuellement. Et donc Stéphane, qui doit être quelque part, peut être témoin de la fidélité de nos usagers et de comment ce groupe, c'est peut-être l'atelier qui marche le mieux dans mon XAPA, mon centre de soins en addictologie. Et qu'on a emmené avec nous ce qui est arrivé dans la vraie vie des vapoteurs, c'est-à-dire d'essayer de vaper, pas dans le but d'arrêter de fumer, et finalement de réussir à arrêter de fumer. Et je suis témoin avec ces patients, toi aussi à Marmottan, Bertrand, hein, que c'est un public vraiment très réceptif à la vape, parce qu'en effet, avec les substituts nicotiniques, même si on en met en plus que la vape, ils s'ennuient. Et j'ai été poli, j'avais envie de dire autre chose. J'ai calculé que j'avais distribué 900 vapoteuses à Marmottan déjà, depuis 1 an et demi, et ça marche très 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 bien. Une fois, j'ai trouvé un non-fumeur, c'est un hôpital de qui est polyaddict, et ils l'utilisent beaucoup, le personnel l'utilise, ils savent le faire. Alors, ils les cassent un peu plus que les autres. Là, il faut pas prendre du Pyrex, il faut mieux prendre du plastique quand même, il les casse. Et je veux dire que pour l'hôpital, acheter une vape avec du liquide, c'est le prix d'une demi-boîte de patch qu'ils achètent. Hein. Donc si on n'a pas d'argent, on achète de la vape. Si on est un hôpital, si on est riche, on achète des patchs. Merci Bertrand. On va donner la parole à la salle. Tu peux te présenter, te représenter ? Wajdi Metelli, donc praticien hospitalier hôpital Lariboisière, Saint-Louis, Fernand Vidal. Donc je suis en train de recréer un CLPT sur mon hôpital. Et je voulais juste, pour Antoine Deutsch, je me trompe pas, par rapport à l'INCa, en fait, vous financez aussi un projet que nous portons sur Bichat et Lariboisière, qui s'appelle Intent. C'est le docteur Verriot, qui est MCUPH, là, bientôt, qui s'en occupe sur les cancers ORL. Et ça avance pas mal, et on fait de la formation pour les personnels paramédicaux pour faire des interventions en 2 bras. Et ça avance pas mal, et on est en train d'ouvrir le centre sur Bichat, et grâce à vous, et merci. Parce que c'est vraiment bien. Et donc voilà, je voulais, parce que vous ne l'avez pas énoncé, donc je voulais vous dire que Intent avançait pas mal grâce à vous. Et juste une autre question à Bertrand Dotzenberg, parce qu'il y a un historique sur le tabac, et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'à un moment ou un autre, dans la formation des jeunes médecins, au niveau des universités ou dans les IFSI, pour les infirmières, il a été prévu d'ajouter des updates sur la prise en charge du tabac, sur les recommandations, sur la vape, sur tous ces éléments-là, parce que pour l'instant, les portes sont un petit peu verrouillées. Enfin, je ne sais pas comment faire pour que ça soit... Ça dépend des universités, mais il y a des formations. Et pour l'instant, il y a le service sanitaire qui est vrai, comme disait Bertrand Vallée ce matin, c'est un bon outil. On a des étudiants qui viennent pendant 2 mois et demi, 3 mois, ils font que du tabac. La prévention, on les forme, ils interviennent, et au bout de 10-15 jours, c'est les 3e année de médecine, ils savent faire, et après, je suis sûr, toute leur vie, ils vont s'en souvenir. C'est-à-dire qu'on fait des gens qui sont formés à la prévention. Après, apprendre la technique de la vape, moi, j'y connaissais rien à la vape. J'ai commencé pour apprendre la vape, j'ai fait comme Anne, j'ai ouvert une consultation, j'ai marqué à la Pitié consultation de vape. Au début, j'avais avec des docteurs et des médecins, parce que c'est des gens du coin, et je leur disais, il faut m'instruire, hein. Au début, il faut apprendre, et donc on peut pas, les étudiants qui sortent maintenant, ils n'ont pas eu de cours de vape, parce que la vape n'existait pas quand ils étaient en première année. Alors. Donc il faut forcément... Mais il faut accepter que les médecins, que les malades vous forment. Moi, ce qui m'énerve dans l'arrêt du tabac pour l'instant, c'est que 80% des fumeurs, une maladie mortelle, arrêtent de fumer sans voir le docteur. Si on a une maladie qui a une chance sur 2 de vous tuer, où 80% des gens s'auto-traitent sans voir le docteur, alors quand on ne prend pas de traitement, la vape, c'est le numéro 1. Quand on vient me voir, on se retrouve avec des patchs et de la vape et tout, du Champix, de la vape, comme dans votre système anglais. Et ça marche encore beaucoup mieux, parce que plus
plus on en donne, je leur explique qu'ils ont un récepteur nicotinique, qu'il faut leur faire le festin, qu'il faut prendre entrée, plat, fromage, dessert, et que si ça plaît, ça marche, si ça plaît pas, ça marche pas, donc il faut qu'ils changent. C'est vrai pour les comprimés, c'est vrai pour la vape, le plaisir est obligatoire, et il faut plus avoir faim de fumer. C'est-à-dire que quand moi je vois un fumeur, je leur explique que mon métier, c'est pas de vous faire arrêter de fumer cette semaine, mon métier, c'est que vous n'ayez plus envie de fumer la semaine prochaine. Et sur mon ordonnance, c'est marqué fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer moins, pour être sûr que le pharmacien les emmerde pas, puis il monte les patchs, la vape et tout ça d'un jour à l'autre pour avoir la bonne dose. Et quand on a la bonne dose de nicotine, c'est assez facile d'arrêter de fumer. Mais après, c'est dur de la maintenir parce qu'il y a une telle pression dans la société pour dire la nicotine, c'est dangereux, il faut arrêter. Et même les vapoteurs, ils veulent descendre les concentrations. Maintenant, j'ai un truc assez simple pour la concentration de volume. Je dis tous ceux, si jamais un flacon vous dure moins de 5 jours, vous baissez pas les concentrations. Quand le flacon commence à durer 5, 6, 7 jours, là, vous baissez la concentration. Avant, c'est interdit. Enfin, ils ne m'écoutent pas, mais il y en a quand même qui m'écoutent. Une question là. Bonjour, moi je suis médecin tabacologue près de Toulouse. Je voudrais savoir, alors c'est une question qui est adressée à Louise. Oui. Mais je ne pourrais pas la faire en anglais. Elle a le traducteur. Okay. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait plus d'efficacité à descendre le taux de nicotine de la vape avant la substitution nicotinique ou l'inverse? Les deux à la fois. Est-ce qu'on descend d'abord les patchs, les pastilles, les gommes, et on garde la vape à un taux fort, ou est-ce qu'on descend le taux de nicotine de la vape en gardant un traitement fort? C'est une question vraiment difficile. Je crois que ça dépend vraiment de la personne. Certaines des personnes que nous voyons sont âgées, ont peu de revenus et peut-être vont avoir un petit peu de mal avec le vapotage. Donc, peut-être que les substituts nicotiniques vont mieux leur convenir. Les jeunes trouvent le vapotage beaucoup plus séduisant et préfèrent laisser tomber le substitut nicotinique assez rapidement. Donc, la clé, c'est d'essayer de discuter avec les gens, voir quelle a été leur expérience. Et nous avons un tableau qui dit, bon, bah voilà, si vous fumiez 20 cigarettes par jour, il vous faut sans doute ce dosage. Mais je crois que c'est à la personne elle-même de tester, d'expérimenter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Les travaux de Louise, on voyait que en tout cas la nicotine consommée diminuait à travers le temps chez le vapoteur exclusif. Et ma question serait, à quel point la nicotine est addictive sortie du tabac fumé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Jacques, le rédacteur, s'exprimer, il a parlé d'addiction et de dépendance. Et donc ça poserait aussi la question, effectivement, du potentiel ou non d'ailleurs gateway qui apparemment n'existe pas. Voilà. Juste, c'est comme la peau. Quand vous vous grattez la peau 15 fois, ça va vous gratter parce que vous êtes gratté, parce qu'il y a une up-régulation des récepteurs et ça fait que ça vous gratte parce que vous avez gratté. Ça, c'est ce que vous faites avec une cigarette. Quand vous prenez la nicotine, cigarette électronique, patch, n'importe quoi, vous caressez la peau. Quand vous caressez la peau, ça vous apaise pareil, vous luttez contre le manque de nicotine, mais ça ne stimule pas. Donc à partir du moment où il n'y a plus de stimulation, il y a une diminution de la nicotine. Je dis, j'en ai absolument pas la preuve, c'est 1% par jour, parce que les maths comprennent bien, c'est 30% au bout de 30 jours, 60% et à 90% au bout de 3 mois, on en a presque plus besoin de nicotine. C'est à peu près vrai, c'est à la louche, ça dépend beaucoup d'un sujet à l'autre, mais au départ, pour leur dire, parce que les gens ont toujours envie de descendre trop vite la nicotine, et tous les gens que je vois maintenant, je leur dis, la nicotine, c'est l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en janvier, vous serez nicotine, vous resterez dépendant, besoin de nicotine, puis après, on verra ce qui reste après, et en dissociant complètement le besoin de nicotine et le besoin de fumer qui est différent. Mais tous les fumeurs, quand ils arrivent, ils disent, moi, c'est la gestuelle, c'est la personnalité, c'est l'addiction, c'est comme ça que je gère les trucs. Puis après, ils sont tout déçus, ils disent, merde, alors finalement, j'ai oublié de fumer ce matin, je m'en suis pas aperçu, je téléphone sans fumer et tout va bien. C'est-à-dire qu'on a la bonne dose de nicotine, c'est facile pour la plupart des gens, mais il y a quand même quelques zinzins, rassurez-vous. Il y en a qui vont prendre leur cannabis. Ce qui demande quand même à faire beaucoup de communication, parce que comme le disait Louise, les gens qui continuent à vapoter sont considérés par leur entourage comme toujours avec de la nicotine et toujours accros à leurs produits. Donc ça demande à ce qu'on communique beaucoup. Ceux qui vapotent, maintenant je fais très attention, il y a ceux qui vapotent, je leur fais calculer combien vous prenez par jour. Tous ceux qui vapotent plus que 15 ou 20 mg par jour, je leur dis, vous restez dépendants de la nicotine. Si vous cassez votre vapoteuse, vous allez racheter une clope. Tous ceux qui vapotent moins
moins de 15-20 mg par jour, dit si ça tombe en panne, vous attendez le lendemain. Donc tous ceux qui sont dépendants, on calcule ensemble la quantité de nicotine qu'il y a dans leur vaporette et je leur dis d'avoir dans leur portefeuille un patch ou deux patchs, comme ça si le soir ils pètent leur truc ou ils oublient leur fil ou ils oublient le truc, ils ont une sécurité pour prendre la nicotine jusqu'au lendemain. Parce que les buralistes, il y en a partout. Vous êtes ouverts beaucoup. Les magasins de vape, ils sont ouverts pas longtemps, ils sont beaucoup moins que vous. Et quelqu'un qui tombe en panne dans la rue, qui a plus de nicotine, qui a besoin de 30 mg de nicotine, il va soit taxer quelqu'un, soit la première boutique, et le buraliste est largement disponible. Complètement. Je parlais de la pression de l'entourage, qui peut être très négative pour les vapoteurs. L'entourage, j'ai un autre papier. Si vous voulez la mort de Madame Machin, continuez à lui donner des conseils. Si vous l'aimez, la gérer avec son tabacologue. Et ça marche à tous les coups. Mais ça marche très bien. Il y a une question là-bas. Bonjour, Camille Joseph, je travaille à la Fédération française des maisons de santé. On fait en ce moment un projet avec une quarantaine d'équipes pluriprofessionnelles sur la prévention du tabagisme. Et en fait, quand on parle à autre chose que des médecins et des infirmiers déjà sur la prescription des substituts, il y a la question de la posture de ces professionnels à se sentir légitimes à prescrire et à parler de ce genre de questions. Et sur la question de la vape, c'est encore plus compliqué parce que c'est très compliqué d'avoir un discours à leur donner. Donc est-ce que vous avez une réponse aussi à donner à ces professionnels-là ? Quand un médecin ou un professionnel de santé voit quelqu'un qui a une chance sur deux de mourir d'une maladie, il dit je sais pas, il peut quand même faire le geste de secouriste, il le met en position latérale de sécurité, il fait n'importe quoi, mais il fait un petit quelque chose, puis après s'il sait pas, il appelle le collègue. Mais d'un médecin, il voit quelqu'un qui vient le voir, qui a une maladie mortelle, qui lui demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit je sais pas, je le laisse se débrouiller tout seul. C'est une honte totale, absolue. Et il faudrait mettre tous les médecins qui font ça et toutes les infirmières en prison, ce serait plus simple. Il y aurait de la place pour faire du monde. Mais c'est pas normal d'accepter de laisser mourir les gens sans les aider, surtout s'ils viennent vous demander de l'aide. Donc on le fait, ou sinon on le confie à quelqu'un, on se démerde. Mais... Est-ce que vous voulez compléter cette réponse, Louise ? C'était bon ? Pas de complément ? Ok. Jacques ? Pardon ? C'était pas votre question ? Alors, recommencez par poser cette question. Non, la question, c'est par exemple, on a donné le droit de prescription à des dentistes, aux kinés, aux sages-femmes, on ne les a pas formés, donc ils ont des difficultés à appliquer ce droit de prescription, et qu'au-delà de ce droit de prescription-là, ils ont envie de faire du sevrage, ils ont envie d'aider leurs patients, justement, c'est ça qu'ils veulent, mais ils se sentent... ils n'ont pas assez d'outils, ils ont du mal à se positionner, à trouver la posture, et leurs patients leur envoient aussi cette image-là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils parlent de tabac, les patients les écoutent moins parce qu'ils ne sont pas médecins. Alors, je vais répondre en disant qu'il existe des formations. Personnellement, je fais des formations, pas seulement pour les boutiques de vape, mais aussi pour les professionnels de santé. Et par exemple, j'ai formé les 4 XAPA du Morbihan sur 2 journées avec un stage pratique, comment l'utiliser, etc. Il y a des formations qui existent, il suffit de se former. Moi, ce que je peux apporter comme question, c'est qu'il y a, ça a été dit ce matin, sur Tabac Info Service, il y a un minimum d'informations. C'est peut-être, il y a des formations disponibles, c'est la personne qui ne se sent pas, ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu plein de nouveaux prescripteurs et qu'il n'y a pas eu de la formation qui a suivi, mais je crois que l'enjeu, en tout cas à ce moment-là, était d'élargir le nombre de prescripteurs, donc c'était plutôt une bonne chose. C'est sûr maintenant il faut aller les former, les accompagner, qui se sentent capables de le faire. Après, il y a quand même, c'est ce que je vous ai montré un peu, ce que je vous ai essayé, en tout cas sur le site par exemple de l'Institut National du Cancer, il y a des minimums d'informations pour faire au moins ce que dirait Bertrand, le b.a.-ba, le service minimum de qu'est-ce qu'on peut dire à minima, et après on oriente. Nous, dans la proposition, et on insiste, ça a été fait plutôt pour les professionnels, pour les patients atteints de cancer, mais c'était la proposition de systématiquement proposer de l'aide à l'arrêt pour l'ensemble des patients, quoi. C'est systématique, et c'est le minimum, c'est ce que disait la HS, et c'est applicable à tout le monde, c'est repérage, au moins conseil d'arrêt, et enclencher un sevrage et orienter. Voilà. Le RESPAD organise des formations substituts nicotiniques aux nouveaux prescripteurs dans lesquelles la vape est abordée. Mais Louise veut dire quelque chose, donc je lui passe le micro. Thank you. It was just a small point that Oui, juste une petite chose. Au Royaume-Uni, beaucoup de professionnels de santé se disent j'aurais plus confiance si j'avais un produit autorisé à prescrire. Mais ce que je leur réponds,
c'est que ce n'est pas le Saint Graal pour aider les gens à switcher. Parce qu'un produit autorisé serait probablement standardisé et rasoir, un produit médical. Et en fait, les gens auraient moins envie d'arrêter. Il est important de voir ça un peu aussi comme quelque chose de style de vie. Le fait qu'il y ait une énorme gamme de tailles, de formes, d'arômes et autres, ça aide beaucoup les gens. Donc, je leur dis, n'attendez pas un produit médical autorisé, parce que c'est quelque chose qui ressort souvent dans la population des agents de santé. Mais la diversité sur le marché est quelque chose d'utile et d'important. Vraiment, les gens s'en sortent bien et je pense que c'est essentiel. Merci, Louise. Et on fait une pause ou pas? Oui, petite pause. Donc merci beaucoup à tous les trois. Merci Louise, merci Antoine, merci Bertrand.